vous parlez du peuple qui se lève pour aller demander à M. Touadéra de se présenter à nouveau. Et je le dis avec douleur, parce que c'est un des effets d'une crise provoquée, d'une crise sociale profonde provoquée par le pouvoir, la paupérisation des Centrafricains, l'appauvrissement. Ce que vous avez vu, ce sont des manifestations qui sont professionnelles. C'est une activité maintenant économique, à défaut de pouvoir créer des emplois, à défaut de créer des richesses, à défaut d'offrir aux jeunes des situations dignes, on les paye 500 francs CFA pour aller défiler. Même les militants de l'opposition. On les paye. Tous ceux qui défilent, on les paye. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, penchons-nous sur la situation politique en République centrafricaine à l'approche des élections présidentielles prévues en décembre 2025. Le pays fait face à de nombreux défis et la paix reste très précaire avec une instabilité dans la région du nord-ouest du pays et à l'est également. Mais la question se pose, est-ce que le président Faustin Archange Touadéra briguera-t-il donc un troisième mandat? Quelles sont les perspectives démocratiques que souhaitent mettre en place les Centrafricains? Et pour en parler, j'accueille Jean-François Akanji Kombe. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors, vous êtes président du Conseil de résistance et de transition que vous dirigez donc depuis Paris suite à vos condamnations en République centrafricaine. Et compte tenu du contexte sécuritaire fragile et de la réforme aussi constitutionnelle de 2023, pensez-vous que la République centrafricaine est-elle réellement prête à organiser ces élections 2025? Mais je pense que vous posez la question en ayant déjà la réponse dans la question. La République centrafricaine est un pays abîmé aujourd'hui. Les Centrafricains sont des êtres humains, on se demande même si ce sont encore des êtres humains, ce sont des personnes qui sont aussi abîmées que le pays. Les élections, je crois qu'il faut qu'on se dise ce dont il s'agit, parce que les mots sont parfois trompeurs, surtout ce mot-là. Aujourd'hui, ce qui s'organise, se prépare dans le pays, c'est la plus vaste escroquerie qui soit, malheureusement avec l'assentiment de tout le monde, sauf les Centrafricains bien sûr, l'assentiment de la communauté internationale. À vrai dire, quand on parle d'élections, et qu'on a un peu une vision en revenant un peu en arrière sur le continent africain, les élections ont toujours été chrysogènes, à la source de crise. Ce mot élection, cette opération élection a toujours été, dans beaucoup de cas, facteur de crise. Mais pourquoi? Parce que précisément, il ne s'agit pas d'élection, il ne s'agit pas de donner la parole au peuple, il ne s'agit pas de demander aux populations de désigner véritablement leurs représentants. Des élections crédibles, ce sont des élections qui présentent deux caractéristiques. La sincérité du scrutin, c'est-à-dire la possibilité que la personne qui vote sache que le résultat correspondra exactement à son vote. Et puis ensuite, la transparence du processus. Parce que tout cela doit se faire au vu de tout le monde pour qu'on soit assuré qu'il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas de hold-up. Aujourd'hui, en République centrafricaine, ce n'est pas le cas. Mais en tant que président du Conseil de résistance et de transition, je pense que là n'est même pas le problème. La question centrale de la République centrafricaine ne se trouve pas là. Nous sommes à une étape supplémentaire dans la descente aux enfers ou dans l'emprise de la dictature dans notre pays, qui a commencé, vous l'avez déjà évoqué, par un coup d'État constitutionnel, par le verrouillage des institutions, Cour constitutionnelle, ANE, Autorité nationale des élections, qui a continué par le verrouillage de l'espace public. Aucun Centrafricain aujourd'hui en Centrafrique ne peut librement parler, sinon il se retrouve en prison ou il se trouve condamné. Donc ces conditions-là ne permettent pas de dire qu'on va à des élections, on va à une opération, une énième opération pour
implanter ou pour enraciner encore mieux la dictature dans notre pays, qui plus est une dictature qui n'est même pas au profit d'un centrafricain, à supposer que le président Touadéra soit centrafricain, il est surtout au profit de puissances étrangères qui sont chez nous, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. On va en parler, mais je vais revenir un peu sur les propos. L'année dernière, vous avez dit que la République centrafricaine n'existe plus en tant que pays et que les centrafricains risquent d'être effacés en tant que peuple si la transition ne s'effectue pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous affirmez encore ces propos et pourquoi ? Aujourd'hui, je dirais que ce que je craignais, ce que nous craignons au Conseil de résistance et de transition, est réalisé aujourd'hui. Les Centrafricains sont effacés sur leur terre. Ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas droit à la décision. Peut-être reviendrons-nous tout à l'heure sur les raisons. Ils n'ont pas droit de profiter de leurs ressources naturelles. Ils n'ont même pas le droit de vivre dignement dans la capitale. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous avons un professeur, et je le dis en connaissance de cause, je suis moi-même professeur. Nous avons un professeur à la tête de cet État, à la tête de plusieurs institutions, qui n'ont pas été capables de construire une seule école ou de réhabiliter une seule école dans la capitale. Donc, aujourd'hui, les Centrafricains ne sont plus chez eux. Les terres centrafricaines. Les terres centrafricaines, je vais vous donner un exemple. Avant-hier, j'apprends que je ne suis pas né dans la capitale. J'apprends que le village où je suis né, en province de Centrafrique, a maintenant pour chef un Rwandais qui a acheté toutes les terres. Et lorsqu'on met cela en face de la prédation par les Wagner, la terre centrafricaine n'appartient plus aux Centrafricains. Les ressources du sous-sol ne leur appartiennent plus. Peut-être qu'ils ont le droit de respirer, mais on leur fait respirer de l'air qui est pollué. Quand ils tombent malades, ils ne peuvent pas se soigner, puisque aujourd'hui, un élément essentiel de l'hôpital a été fermé par le pouvoir. Et donc, vraiment, c'est un enfer, la République centrafricaine aujourd'hui. Et la préparation de ces élections donc, sont-elles rassurantes pour vous? Parce que le Conseil de sécurité a stipulé qu'en matière de l'insécurité, que la MINUSCA donc, était engagée donc, auprès du pays. Est-ce que c'est rassurant que la MINUSCA soit sur place? À vrai dire, la question de la sécurité ne se pose pas seulement par rapport aux élections, et je pense même qu'on se trompe. Quand on parle de la question de la sécurité aujourd'hui en République centrafricaine, aujourd'hui, la question de la sécurité, c'est chaque Centrafricain qui est en insécurité sur son territoire. Parce que, à n'importe quel moment, que ce soit les Wagner ou que ce soit d'autres agents, il peut être tué, il peut être battu, il peut être torturé pour qu'on lui prenne son bien, qu'on lui prenne sa femme, qu'on lui prenne ses filles. La question de la sécurité n'est pas une question abstraite. C'est la question de savoir si le Centrafricain, il se lève le matin, il va à son travail ou à son champ ou à son commerce, s'il le fait l'esprit libéré, s'il n'a pas peur des attaques. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et vous évoquez tout à l'heure la MINUSCA, mais la MINUSCA, j'avais, dans l'interview dont vous parlez, j'étais encore mesuré. Et je disais, nous attendons de voir au résultat de la MINUSCA. Aujourd'hui, je peux le dire que la MINUSCA fait partie du problème. Pourtant, au niveau des inscriptions, elle a fait plus de 5000 nouveaux électeurs. Il y a 98% des centres d'inscription qui sont opérationnels dans ce processus, au niveau, en tout cas des élections. Au niveau sécuritaire, c'est encore à parler, mais dans ce processus d'élection, il y a quand même des progrès. De loin, vous pouvez penser qu'il y a progrès. Le recensement électoral, la liste électorale qui a été dressée là est une liste qui est faussée de tous les côtés. Et il est faussé même dramatiquement. Dans la liste électorale, il y a des exclus. Les réfugiés. Il y a aujourd'hui un tiers de la population centrafricaine qui se trouve réfugiée dans les pays voisins. La décision a été prise de les exclure. Pourtant, ce sont des Centrafricains comme les autres. On a décidé également par ce qu'ils appellent leur constitution et sur laquelle j'espère que nous reviendrons tout à l'heure,
ils ont décidé d'exclure d'autres Centrafricains, parce qu'il y a maintenant plusieurs catégories de Centrafricains. Il y a les binationaux, qu'on a exclus de la candidature, et puis il y a, aujourd'hui en République centrafricaine, il y a encore des personnes déplacées. Et je ne vous dis pas très concrètement le nombre d'incidents que l'ANE, les agents de l'ANE ont eu, ce recensement, et puis par ailleurs, il y a un phénomène dont on ne parle pas assez. En République centrafricaine, vous avez des déplacés internes, mais vous avez des villages qui sont peuplés d'autres personnes. Ça s'appelle du remplacement de population. Remplacement de population par des personnes extérieures. Lorsque je parlais tout à l'heure de la sincérité des scrutins, ce sont tous ces éléments-là. Comment on s'assure que la personne qui va aller voter vote dans de bonnes conditions, bien sûr, mais aussi que cette personne est centrafricaine. Et en tout cas, dès lors qu'elle est centrafricaine, qu'il n'y a pas de différence entre les centrafricains. Donc tout ça concourt à ce que j'ai appelé tout à l'heure une vaste escroquerie, simplement parce que je ne veux pas employer un mot plus grave, mais la situation est autrement plus grave que cela. Et en tant que président du CRT, quel serait donc le processus, le déroulement favorable pour une bonne élection, une bonne procédé d'élection? Vous savez, le Conseil de résistance et de transition a été fondé et a eu depuis le départ une position qui est une position d'inclusion. Ce combat, c'est un combat pour le pays. C'est un combat pour l'intérêt des Centrafricains et donc il faut que nous nous unissions pour le faire. Et il se trouve que le 25 septembre 2023, nous avons créé une convergence avec ce que nous avons appelé la CFR, c'est-à-dire la concertation des forces républicaines, où il y a le CRT, bien sûr, mais il y a les partis de l'opposition, il y a la société civile, il y a les activistes. Et à ce moment-là, en 2023, nous avions fait une déclaration et nous avons posé un certain nombre de principes clairs qui restent valables aujourd'hui. Premièrement, il y a eu coup d'État constitutionnel et la Constitution qui a été enterrée prévoit que celui qui a fait cela, M. Touadéra, il est illégitime. Et il prévoit que les citoyens doivent se lever pour lui faire échec. Donc nous, on a dit ce jour-là, nous ne reconnaissons pas ni cette Constitution qui va la remplacer, ni les institutions qui en seront issues. Et par conséquent, je ne veux pas entrer dans une discussion au nom du CRT, je ne peux pas entrer dans une discussion dont l'objectif consisterait à dire comment on peut aujourd'hui faire de bonnes élections. Les élections qui sont faites dans ces conditions-là seront de toute façon mauvaises. Elles seront mauvaises. Ce sont des élections, et malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de personnes qui accompagnent cela. Ils accompagnent Touadéra dans son entreprise d'effacement de la République centrafricaine, dans son entreprise de pouvoir à vie. Nous connaissons cela en République centrafricaine. Il y a eu par le passé des présidents qui se déclaraient présidents à vie. Et les Centrafricains ont dit en 2015, ils ont dit nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Et c'est cette parole-là des Centrafricains que nous allons défendre et que nous continuerons à défendre jusqu'au bout. Et nous avons, je terminerai juste sur ce point-là, pas plus tard qu'au mois de décembre, il se trouve que la CFR, la concertation des forces républicaines, s'était donné une équipe de contact, de leaders, dans lequel je suis, avec d'autres qui sont des présidents de partis politiques. Et nous nous sommes retrouvés pour travailler à un projet, à une initiative commune, qui était une initiative de dialogue avec le pouvoir, parce que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas, parce que ce pays a trop souffert. Trop de Centrafricains sont morts et continuent à mourir. Et notre initiative était de dire, asseyons-nous, discutons. Mais dans les conditions où les choses se sont faites et où se trouve le pays aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire comme cela, asseyons-nous et discutons. Parce que M. Touadéra s'est caractérisé depuis le début de son premier mandat par le manquement à la parole donnée et le manquement au serment. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Il dit quelque chose, il fait autre chose. Il vous promet quelque chose, il vous promet du bien, il vous fait du mal. Par conséquent, nous avons un certain nombre de conditions préalables. Il faut qu'on revienne à une situation à peu près normale dans notre pays, où les Centrafricains peuvent parler, où les condamnations qui ont été faites
qui sont des condamnations politiques, sont levées, où cette constitution, qui n'est pas une constitution, où la vraie constitution des Centrafricains est rétablie. Nous avons préparé cela. Bon, je m'abstiens de vous donner les détails, mais la réponse du pouvoir, dès lors qu'elle a entendu parler de dialogue, a été très nette. Il ne veut pas dialoguer. Ce pouvoir n'est pas là pour donner la parole aux Centrafricains. Il est là pour donner la parole à d'autres. Mais pourtant, c'est paradoxal parce qu'il n'y a même pas 4 jours de cela, il y a eu des marches en soutien donc à la candidature du président donc Touadéra, et il y a même eu des militants de nombreux partis d'opposition tels que le LMPC et le PNSC, donc le LMPC donc de Martin Ziguélé, qui était autrefois l'ancien Premier ministre, qui ont participé à cette marche. Sa propriété est-elle donc liée à des bilans, à son bilan? Comme vous l'avez dit, il a promis, oui, notamment de faire justement des efforts au niveau de la rétablissement de la sécurité, notamment avec l'appui de la Russie et du Rwanda. Il a aussi promis de mettre en place des fonds de réhabilitation et de réparation pour les victimes. Et il a aussi, notamment, le projet phare, c'est la crypto-monnaie, le MemoQuant. Donc, est-ce que, en soi, la population africaine souhaite que le président Touadéra se mette encore avec un 3e mandat, ou au contraire, parce qu'il a fait quand même un bilan qui peut être assez bien pour la population, vous ne trouvez pas? Il y a tellement de questions dans votre question, dans votre questionnement. Pour commencer par le commencement, vous parlez du peuple qui se lève pour aller demander à M. Touadéra de se présenter à nouveau. Et je le dis avec douleur, parce que c'est un des effets d'une crise provoquée, d'une crise sociale profonde provoquée par le pouvoir. La paupérisation des Centrafricains, l'appauvrissement des Centrafricains, en particulier des jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui a 100 francs, qui trouve 100 francs CFA, il est heureux. 500 francs CFA. Ce que vous avez vu, ce sont des manifestations qui sont professionnelles. C'est une activité maintenant économique, à défaut de pouvoir créer des emplois, à défaut de créer des richesses, à défaut d'offrir aux jeunes des situations dignes, on les paye 500 francs CFA pour aller défiler. Même les militants de l'opposition. On les paye. Tous ceux qui défilent, on les paye. Par ailleurs, parmi vos questions, je vous disais tout à l'heure que vous aviez tant de questions dans votre questionnement. Vous parliez du MLPC, le parti du président Patassé, feu président Patassé, qui est dirigé aujourd'hui par le président Ziguélé. Il y a une opération depuis le début, et ça, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps ici, mais j'ai été à l'Assemblée nationale en République centrafricaine et j'ai assisté au début, lorsqu'on a mis les jalons pour arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire provoquer le nomadisme politique, permettre qu'on ne mette pas de verrous. Les verrous, on avait voulu les mettre, mais ils les ont fait sauter précisément pour que par l'argent, on puisse subvertir les partis. On va acheter des membres des partis, on va acheter les députés des autres partis. On va tout faire pour que ces partis-là soient divisés et pour qu'ils n'avancent plus en unité pour aller aux élections. C'est une manière de neutraliser la concurrence. Et Touadéra, le régime de Touadéra est passé maître là-dedans. Ça, c'est simplement un des moyens de neutralisation. L'autre moyen étant la justice centrafricaine, d'autres moyens étant la loi électorale ou leur fameuse constitution. Et donc, sur ce point-là, et puis vous évoquez la crypto-monnaie. C'est une grande avancée. Tout le monde a applaudi l'initiative. Oui, je comprends, et je le comprends. Vu de l'extérieur, et même moi, qui ai été opposé avec... À l'époque, le CRT n'existait pas encore. À l'époque, c'est mon mouvement, le mouvement dont je suis le président, Citoyens debout et solidaires, qui avait porté l'action. Et même moi, qui suis un fervent opposant à ces initiatives en République centrafricaine, je crois en l'avenir de l'Afrique à travers la technologie. Et notamment à travers ce type d'outils qui peuvent permettre de développer l'économie. Mais dans les conditions où cela s'est fait en République centrafricaine, c'est autre chose qui a été fait. Vous parliez tout à l'heure, vous rappeliez tout à l'heure que j'avais dit à un moment que la République centrafricaine est un pays qui n'existe pas. Mais un des instruments
de la vente à la découpe du pays, c'était cette opération de crypto-monnaie. Vous êtes là-bas, vous êtes dealer de drogue dans un pays, je ne cite pas de pays, d'Amérique du Sud par exemple. Vous avez des milliards, vous ne savez pas quoi en faire. Vous restez derrière votre ordinateur, vous achetez de la crypto-monnaie centrafricaine, vous avez le passeport centrafricain automatiquement. Vous achetez la nationalité autant que vous avez de multiples d'eux. Vous achetez de la terre centrafricaine. Vous achetez une partie du sous-sol centrafricain. Si ça, ce n'est pas de la vente à la découpe, or ça, les trois éléments que nous avons, que j'ai cités tout à l'heure, la nationalité, la terre, les ressources du sous-sol, ne sont pas notre propriété. Nos ancêtres nous l'ont légué pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour les Centrafricains de demain. Et personne n'a le droit de les dilapider de cette. Et vous pensez que ça pourrait profiter à la Russie, le pays proche de Touadéra? Il faut savoir qu'en plus, même lors de son cortège, enfin ses conseillers, on a le mercenaire Valéry Zarkov qui occupe même le poste de conseiller à la sécurité. Il est entouré notamment de mercenaires russes. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais depuis très longtemps, tout ça date de 2017-2018. Que la République centrafricaine n'est plus gouvernée par des Centrafricains. M. Touadéra s'est mis lui-même au service d'intérêts étrangers. Il est censé être le gardien de la République centrafricaine, le gardien de notre identité, de notre vie et de notre avenir. Mais il s'est mis et il a fait le deal pour sa sécurité personnelle, pour sa propre sécurité. Il a mis le pays en situation de tutelle. Et encore, la notion de tutelle ne rend pas compte de ce qui se passe en République centrafricaine. C'est une esclavagisation, c'est un nouveau colonialisme que nous avons en République centrafricaine, à la fois par les Russes, mais aussi par le Rwanda. Et il y a une autre question aujourd'hui, qui est que non seulement la politique de Touadéra ne nourrit pas les Centrafricains, il ne leur offre pas d'avenir, mais il pousse en plus toute l'Afrique centrale, aujourd'hui, dans l'impasse de la guerre. Parce que notre pays est utilisé tout le long de la frontière avec la RDC aujourd'hui dans sa dorsale, ça fait plus de 1500 km. Comme un point d'accroche des Rwandais. Toutes les terres, tout le long, ont été achetées par le Rwanda. Et par conséquent, il faut qu'on sorte de là. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à nous battre, nous continuerons à nous battre, et nous continuerons, malgré les difficultés, à appeler tous les compatriotes à ce qu'on soit unis dans cette œuvre-là. Et revenons donc au référendum constitutionnel de 2003. Est-ce que vous pensez que c'est un peu un avant-goût de ce qui va se passer, donc de ces élections, ce coup d'État, comme vous avez dit, institutionnel? Oui, je dirais que c'était une opération préparatoire. Ils affinent les techniques. Et d'ailleurs, le Conseil de résistance et de transition avait appelé au boycott de ces élections-là pour cette raison-là. Parce qu'il était très clair que le peuple qu'on agitait partout, que le pouvoir agitait, ce n'est pas le peuple réel. C'est un peuple fantasmé qui n'existe que dans l'esprit de ces gens-là. Mais qui, malheureusement, comme tout le monde, sauf les Centrafricains, trouve son intérêt dans un État qui est un État de prédation aujourd'hui, c'est-à-dire de prédation à ciel ouvert. Les ressources centrafricaines, de la forêt jusqu'aux minerais, sont exploitées tous les jours sans qu'il y ait un centime dans les caisses de l'État. Parce que les uns et les autres se partagent les bénéfices, et surtout les étrangers. Et donc, dans ces conditions-là, ce qui va venir, moi je n'appelle pas ça des élections de la même manière que nous n'appelons pas au CRT, Constitution, ce qu'ils ont adopté en août. Et Danielle Derlan a même été jugée, enfin elle a été retirée après avoir dit qu'elle trouvait cette réforme illégale. Elle a été remplacée. Et puis même Dominique Yandoka, qui a été emprisonné en dépit de son immunité parlementaire. Tout ça, cette oppression, cette intimidation, comment la contrer? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres voies alternatives de l'opposition
Alors, comment la contrer? Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le combat est difficile. Il est rendu difficile d'abord par la militarisation du pouvoir à Bangui et par le fait que ce pouvoir est sans foi ni loi. Mais il est rendu difficile aujourd'hui parce que les Centrafricains se battent contre tous les prédateurs du monde et contre même des États, hein, y compris la France, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine. Parce que tous ces États-là, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a que le Centrafricain qui ne trouve pas son bonheur sur sa terre, mais tous les autres le trouvent. Et ce bonheur-là, justement, que vous parlez, parce qu'il nous reste peu de temps, oui. Quelle pourrait être la figure de la Centrafrique? Quel pourrait être le nouveau président? Les alternatives de l'opposition parlaient de Henri-Marie Dondra, donc l'ancien Premier ministre des Finances. Enfin, non. Ça pourrait pas être une figure pour vous? Vous dites bien qu'il nous reste très peu de temps. J'aimerais que nous ne consacrions pas ce peu de temps à des personnes qui ont décidé d'accompagner Touadéra dans son entreprise criminelle contre le pays. Toute personne qui se présentera à ces élections s'inscrira comme un accompagnateur de la dictature et de l'enracinement de la prédation de notre pays. Donc vous boycottez aussi les élections? Pour le CRT, c'est la position du CRT, toute personne qui va se présenter à ces élections. Je n'ose pas dire que c'est un ennemi des Centrafricains, mais c'est cette situation-là. Et donc, parlons plutôt d'autre chose. Le combat que nous sommes en train de mener, que les Centrafricains sont en train de mener, parce qu'ils ne sont pas seulement au CRT. Aujourd'hui, tout Centrafricain est résistant. Et potentiellement résistant. Il y a des gens qui, pour la politique du ventre, ont décidé de se vendre à ce régime-là. Et nous en connaissons certains qui étaient avec nous hier et qui aujourd'hui se vendent. Mais ce n'est pas grave. Demain, c'est l'histoire qui jugera. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui jugeront. Et par conséquent, nous avons à préparer d'abord, à mener la lutte pour pouvoir changer de pouvoir. Et changer de pouvoir, ce n'est pas seulement changer des hommes, mais c'est aussi changer de politique et changer de problématique de gouvernance dans ce pays. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle le Conseil s'appelle le Conseil de résistance et de transition. Parce que pour nous, la transition est nécessaire. Quand un pays est aussi abîmé que l'est la République centrafricaine aujourd'hui, quand un peuple est aussi abîmé que le sont les Centrafricains aujourd'hui, on ne peut pas prétendre sur un claquement de doigts à partir de pseudo-élections, qu'on peut aller arranger cette situation-là. Il faut prendre le temps de réparer. Il faut prendre le temps de redonner la parole, c'est-à-dire la dignité aux Centrafricains. Il faut prendre le temps de leur redonner le minimum qui leur permet de vivre correctement pour pouvoir penser à autre chose et penser notamment collectivement à dessiner leur avenir eux-mêmes. Et donc, nous sommes sur cette ligne-là et que ceux qui veulent s'enterrer aux yeux de l'histoire aillent à ces élections-là, je leur souhaite tout le bonheur qu'ils méritent et tout le malheur au regard de l'histoire. Merci beaucoup Jean-François Kandji-Combé, président donc du Conseil de résistance et de transition. Merci à vous très chers téléspectateurs et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.